Alors je vais faire la jonction avec Élie. Juste en t'écoutant, je me disais qu'une des grandes valeurs de la démocratie en santé devrait être l'hospitalité. Et je me rappelle de deux de mes héros qui étaient, l'un était médecin-chef de l'hôpital maritime de Berck, qui accueillait beaucoup de personnes en situation de lourd handicap, y compris AVC, état végétatif persistant. C'était Christian de Maricourt. Et il faisait, tu le connais, tu travaillais dit avec lui à un moment donné, il faisait un duo assez extraordinaire avec une directrice qui était Odile Baudot. Odile Baudot qui est morte il y a quelques années. Et il avait dans son bureau, Christian de Maricourt, un texte tiré de Citadelle de Saint-Exupéry. Je vous incite à lire Citadelle, c'est un très beau texte sur faire audience à l'autre. Comment accueillir l'autre, un peu comme Abraham dans sa tente. Et toute la philosophie à l'hôpital maritime, c'était la philosophie de faire audience, c'est-à-dire se retenir, se retrouver, j'allais dire, pour laisser la place à autrui. Je trouve que c'est une dimension importante. Et pourquoi je fais un lien avec ce qu'Elie a mis en place dans son service de réanimation et qui est pionnier d'une certaine manière par rapport à Famiréa, c'est accueillir l'autre également avec son environnement et sa famille. Et l'ouverture que tu as pu apporter. J'aimerais donc que tu nous restitues cette expérience qu'on voulait vraiment avoir dans cette deuxième partie, ce qu'on réinvente aujourd'hui, la démocratie en santé à travers des pratiques, y compris d'ailleurs à la suite de la pandémie, en tous les cas de l'étape actuelle de la pandémie. Tu as souhaité que la société savante, laquelle tu as des responsabilités, prenne position face à ce qu'a été ce moment obscur où les familles n'étaient plus accueillies et les personnes mouraient seules ou étaient seules, alors que c'était dans votre philosophie que de maintenir la relation et de préserver tous ces contacts. Voilà, donc je pense qu'on pourra, dans notre réflexion sur la démocratie en santé, apporter vraiment cette dimension, non pas de vivre la maladie, mais de vivre aussi avec, parmi, et dans une société qui est hospitalière à l'autre en situation de vulnérabilité. Merci Emmanuel pour la transition. Bonjour à toutes et à tous et merci de cette opportunité. Donc ma spécialité est jeune, elle a 70 ans, elle a quand même existé avant la loi du 4 mars 2002 et elle est née à l'occasion d'une épidémie de poliomyélite, c'est-à-dire que tous les malades que nous avons aujourd'hui en réanimation n'étaient pas du tout réanimés il y a 70 ans et ils mouraient tous. Ce qui caractérise la réanimation, c'est d'abord des patients qui ne sont pas en mesure de consentir pour eux-mêmes, qui ne sont pas souvent en mesure d'interagir. Et donc la famille est là, et la famille est partie prenante. Il y a d'autres réanimateurs dans la salle. Il y a un mouvement quand même très fort, et très fort en France, peut-être un peu plus qu'ailleurs et pour des raisons différentes, d'ouverture des services de réanimation. Certains le font 24 heures sur 24, un tiers des services de réa en France. Certains sont ouverts très longtemps dans la journée, un autre tiers. Et donc il y a vraiment un mouvement global d'ouverture pour les familles. Néanmoins, la réanimation, c'est beaucoup d'incertitudes et puis beaucoup de dents de scie. Donc c'est très difficile de mettre des patients sur une trajectoire de guérison ou de non-guérison dès le début. Et donc il faut y aller tous les jours. Et on va parler surtout maintenant donc du droit des familles et non plus du droit des patients. Je partage donc avec Alain cette idée que le nom de la loi nécessite quand même quelque chose d'assez formel. Alors tout d'abord informer. Informer, ça a été pour nous un handicap. On est vraiment rentré dans une période extrêmement difficile, contre-productive, où il a fallu formaliser et tracer. Beaucoup plus que passer du temps à dire ce qu'on avait à dire. L'évaluation nous a pas mal aidé puisqu'il a fallu faire reformuler les familles et leur demander si elles étaient capables de redire ce qu'on avait dit lors de l'information. Et en fait, une famille sur deux était absolument incapable, ne serait-ce qu'en 2-3 jours, de redire ce qu'on lui avait dit et n'était pas du tout en capacité d'avoir compris pourquoi le malade était en réa. Et certaines, d'ailleurs, ne l'ont pas compris du tout, y compris après la sortie de réa. Si le malade était plutôt dans une situation d'amélioration ou d'aggravation, et qu'est-ce qu'on faisait pour le patient en réanimation? Quels étaient les traitements? Ce devoir d'information, quand je dis que ça a été un handicap, c'est parce que ça a transformé une relation médecin-malade en une relation médecin-plaignant. Et on s'est mis à balancer des tas de documents très difficiles à lire et à comprendre, remis à la place d'un dialogue et d'un moment d'entretien.
Et il a fallu sortir de ça, et l'évaluation nous a permis de comprendre qu'il fallait sortir de ça et avancer un petit peu vers des stratégies de communication. Ces stratégies de communication, eh bien, elles sont en France en réanimation depuis les années 60. Il y a des travaux infirmiers qualitatifs qui observent ce qui se passe en réanimation, qui observent comment est-ce qu'on peut interagir avec un patient et surtout qui ont mis en avant l'écoute active, ce à quoi nous n'étions pas formés et en général nous ne le sommes pas tellement, le respect des silences et de trouver des opportunités lors d'un entretien pour apporter de l'information, mais de façon un peu plus individualisée et pas de façon globale. On a aussi appris que la communication, c'était quelque chose qui s'apprenait. On pouvait former les gens et évaluer. C'est comme ça qu'en France, aujourd'hui, dans les services de réanimation, j'ai un regard un peu biaisé parce que les services de réanimation qui sont dans notre groupe, qui sont quand même nombreux, mais ces services de réanimation, c'est pas tout le monde, mais je dirais qu'en France, dans les services de réanimation, eh bien, pour au moins 8 familles sur 10, dans les 3 premiers jours, on s'assoit avec la famille et on fait le point. Déjà, une question qui est posée pour 8 familles sur 10, c'est qui était madame ou monsieur, qu'on puisse le soigner en sachant qui il était. On invite les familles à mettre des photos dans les chambres, on invite les familles à mettre des mots, à participer à des rédactions de livrets. On remet un peu de l'humain pour éviter de soigner un numéro ou un patient avec une maladie ou un monsieur ou une madame. À l'occasion de ces conférences de J3, on a des jargons nous aussi, hein, et donc ces conférences de début de réanimation, où on va aussi identifier le rôle que les familles veulent avoir. Et elles peuvent avoir un rôle dans le partage des décisions ou avoir un rôle dans la circularité de l'information au sein des autres membres de la famille. Et je vais en parler tout à l'heure, c'est que ces interlocuteurs-là, ceux que la loi a mis en avant, la personne de confiance, eh bien, ils vont être récipiendaires d'une information, et après il faut qu'ils se la digèrent, et ils vont faire la maladie liée au fait d'être la personne de confiance. Donc ça, c'est un des aspects vraiment sombres de la loi. Et puis surtout, le reste de la famille, lui, a été épargné de toute information. Et donc on se retrouve devant une espèce de distribution d'une information qui ne circule pas du tout dans la famille, pour des raisons qui sont liées à chaque famille, qui sont différentes d'une famille à l'autre. Mais en tout cas, quand on délivre une information, il faut aussi s'assurer d'une part qu'elle circule, et puis de deux, sans choisir la personne qui est la personne de confiance, parce que ce n'est pas nous qui le choisissons, c'est le patient bien sûr, et bien s'assurer quand même que la personne est capable de recevoir cette information avec une certaine temporalité, certes, avec une certaine façon de faire, mais néanmoins, des fois c'est difficile, je vais y revenir. Et puis on a des critères de jugement. Cette communication qui est développée donc de façon, je dirais, plus stratégique, hein, de façon plus organisée, par exemple, un médecin peut ne pas être informé qu'il a rendez-vous avec une famille à 14 heures. Tout simplement, non mais c'est très bien, parce que de toute façon il sait qu'à 14 heures c'est le tour des familles, et il sait qu'à 14 heures les infirmières se sont arrangées pour que la femme d'un patient puisse, par exemple, réunir ses autres enfants pour qu'elle ne soit pas toute seule. C'est très dur d'être toute seule devant 3 médecins et un infirmier et un interne. Donc voilà, de façon équilibrée. Donc les choses sont organisées. Les critères de jugement, certes, c'est la satisfaction, et on revient sur la loi du 4 mars 2002, mais les réanimateurs ont aussi appris, du fait des interactions multidisciplinaires, c'est-à-dire que les réanimateurs travaillent avec des infirmiers de réanimation, des infirmiers non de réanimation, des psychologues, des sociologues, des anthropologues, des philosophes, des gens qui sont d'autres corps de métier, des bénévoles, des gens qui viennent nous embêter mais qui nous forcent à penser différemment, eh bien, on a appris à suivre ces familles pour savoir si elles travaillent, si elles consomment des ressources de santé, si elles sont déprimées, si elles s'occupent de leurs enfants, si leurs enfants sont en échec scolaire. Personne ne sait si, quand un patient est en réanimation, si son fils va redoubler ou sa fille. Si par exemple, ces familles-là vont avoir un absentéisme au boulot. Si par exemple, vous êtes dans une grande ville, tout à l'heure on a parlé des grandes villes, j'ai été très sensible à ça, et que vous limitez les horaires de visite à 2 fois 1h30, quand vous avez 1h30 de trajet, et que quand vous arrivez, il y a un pépin dans le service et qu'on vous fait patienter 1h30, bah vous avez fait que la personne qui a fait tout ce trajet-là et qui attend, eh bien, est sur les genoux et donc va être en arrêt de travail, va avoir des problèmes professionnels, etc., etc. Donc nos critères de jugement ont changé et ils se sont intéressés à quelque chose de plus systémique, de plus global, dépassant le patient, dépassant même parfois la famille. Les familles en France, en réanimation, c'est 1 million de personnes tous les ans
Ces familles-là développent une maladie après la réanimation qui s'appelle le syndrome post-réa, qu'on appelle vulgairement le PICS. Alors il est en anglais alors qu'il a été beaucoup décrit dans des pays qui ne sont pas anglophones, mais néanmoins ce syndrome post-réa, post-ICU syndrome, c'est un tiers de gens qui ont des symptômes de stress post-traumatique. Ils n'arrivent pas à lire un bouquin, ils ne peuvent pas se concentrer, ils ne peuvent pas travailler. Au travail, ils font du présentéisme, et puis il y a des problèmes quand même avec l'entreprise, où ils sont absents. Ils ne peuvent pas s'occuper de leur famille, ils consomment des ressources de santé énormes. Et puis là où on commence à avoir des données maintenant, c'est sur les addictions. C'est 30% de psychotropes, c'est 25% de consommation excessive d'alcool, et c'est 40% d'insomnie. Voilà, alors on travaille aussi avec les psychiatres pour savoir quel est l'œuf et quelle est la poule, pour savoir quelle est la partie qu'il faut cibler pour améliorer l'ensemble. Alors ensuite, la troisième partie de cette loi pour nous, c'est l'usager en tant qu'acteur de sa santé. Et à la fois, ça a été génial, donc entre le septennat et le quinquennat de Chirac, en 2002, nous avions fait une enquête auprès du grand public, 8000 personnes dans la rue, c'était un institut de sondage qui avait fait ça. 90% des personnes voulaient que leur famille prenne les décisions pour eux si un jour ils étaient en réanimation. On ne peut pas se poser la question. Quand on parle avec une famille, on parle avec un patient. Alors bien sûr, il y a le secret médical, il y a des patients qui expriment le souhait qu'on n'implique pas, mais je ne parle pas de cela, bien évidemment. Le patient et sa volonté priment, mais sa volonté, dans la grande majorité des cas, et ses valeurs et ses préférences, c'est que la famille soit impliquée. Alors il a fallu aller au-delà de certaines barrières pour impliquer les familles des patients quand les patients n'étaient pas en mesure d'eux. Les barrières, elles venaient de nous-mêmes, bien sûr, elles venaient quand même beaucoup de l'hôpital, c'est comme pour le Covid. Les hôpitaux nous ont demandé de ne pas accueillir les familles pendant le Covid, mais on a complètement transgressé, on n'a pas laissé les familles dehors. On s'assurait qu'elles ne refileraient pas le Covid, il n'y avait plus de salles d'attente pour ne pas qu'il y ait d'endroits où les gens pouvaient éventuellement se contaminer, mais on a toujours laissé les familles rentrer. Alors, ça n'a pas été si simple, puisqu'il y avait des plaintes, etc. On avait reçu des messages de l'hôpital nous disant qu'on transgressait. Mais bon, les réanimateurs ont globalement laissé rentrer les familles, peut-être pas tout de suite, mais assez rapidement, et en tout cas très certainement au cours des vagues d'après. La deuxième chose, c'est qu'une des barrières que nous avions, et qui a été identifiée d'abord en France, puis ensuite un peu partout ailleurs, c'est que certaines familles ne souhaitent pas être impliquées dans les processus décisionnels, et que certaines familles ne souhaitent pas être impliquées dans les soins. Si vous ne faites pas de shampoing d'habitude à un de vos amis ou de vos proches, de votre famille qui est en réa, il n'y a pas de raison que vous le fassiez un shampoing alors qu'il est en réa. Donc en fait, on a appris, mais on ne le savait pas au départ, qu'il fallait tout simplement restaurer une relation entre deux personnes plutôt que d'en inventer une nouvelle. Et donc beaucoup d'études vont montrer qu'il y a un échec de l'implication des familles dans les soins, mais elles ont été, voilà, ça a été fait à un moment où on avait mal digéré le truc, et donc il faudrait y retourner. Et puis il y a un paradoxe émotionnel. Certaines familles veulent décider, mais en même temps, elles en ont. C'est souvent ces familles-là qui ont plutôt que d'avoir un processus décisionnel partagé, il y en a qui veulent décider, mais souvent elles en payent le prix de façon très chère pour après l'AREA. Est arrivé tout doucement, et ça c'est le multidisciplinaire qui a été quand même très précieux, ce concept qu'il fallait, si on voulait impliquer les familles, qu'il fallait leur donner du pouvoir. Leur donner du pouvoir, en un et avant tout, c'est qu'elles puissent comprendre ce qu'a le patient. Comment voulez-vous décider quand vous ne savez pas quelle est la maladie, quels sont les traitements, et si le malade va plutôt vivre ou plutôt mourir. Ensuite, donner du pouvoir, c'est ouvrir les portes de l'AREA. Ce n'est pas possible de donner du pouvoir à des gens en les laissant à la porte de la boîte de nuit. La réanimation, c'est un peu vécu comme ça. Si vous fermez les portes, il y a plein de gens dans la salle d'attente et devant l'AREA, comme dans une boîte de nuit extrêmement sélective. Et si vous ouvrez, il n'y a plus personne. Parce que les gens ont le sentiment qu'ils peuvent venir quand ils veulent. Donc ils rentrent chez eux, ils font les devoirs avec les enfants, ils leur donnent à manger, puis ils viennent. Ou bien ils s'organisent différemment. Mais quand vous savez que vous pouvez, vous vous organisez différemment. Ça a été vraiment, dans le donner du pouvoir, le 24-24, ça a été un truc énorme. Et puis il y a eu les happy hours, où on a dû revenir un peu en arrière, non pas sur les horaires de visite, mais sur faire comprendre aux familles qu'un temps de présence dans l'AREA, qui était de 24 heures, n'était pas forcément un temps d'information de 24 heures. Et donc les infirmiers avaient besoin de réorganiser leur plan de travail. Et donc on a fait le tour des familles. Et donc les familles sont vues bien sûr tous les jours, voire plusieurs fois par jour quand il y a un pépin, mais globalement, à un moment précis, sauf celles qui ne peuvent pas venir, mais du coup pour l'organisation c'est plus simple. Et puis nos actions n'ont plus été basées sur le court terme, mais sur le long terme.
un exemple très simple, ça va vous paraître bête, hein, mais quand vous mettez un cathéter dans l'artère radiale à un malade pour mesurer sa pression artérielle, hein, ça permet vraiment de mieux mesurer le malade et de mieux le réanimer. Mais s'il est droitier, mettez-le dans la main gauche, parce que sinon, il aura beaucoup de mal à écrire ensuite, il aura des fourmis, etc. Mais voilà, et donc pour les familles, c'est pareil. On s'est adapté. On a appris qu'il fallait changer notre état d'esprit. Et donc, un truc très simple, c'est la reformulation. Quand on informe, et d'ailleurs, pour ça, les jeunes médecins font très bien, ils apprennent en 3 mois comment on peut faire, eh bien, il faut demander aux gens de nous redire ce qu'on vient de leur dire. Et la reformulation, eh bien, c'est quelque chose qui nous a énormément aidé pour corriger le tir et puis se rendre compte qu'on était à côté. Alors, pour ce qui est des décisions, et ça sera la fin de ma première partie, puis ensuite je vais passer sur une partie plus sombre, puisque quand même je pense qu'elle est importante. Pour ce qui est des décisions, on a aussi appris à analyser, et on s'est fait aider, hein, on a travaillé avec des psys, on a travaillé avec des films, on a travaillé avec du matériel audiovisuel, pour comprendre l'équilibre d'une famille. Vous ne pouvez pas, vous-même, vous adresser toujours à l'époux pour toutes les familles, dans tous les modèles culturels, et puis dans toutes les circonstances. Il y a des fois où il faut savoir discuter avec la famille pour identifier quelle est la personne. Par exemple, la personne de confiance peut être une personne, et la personne qui va être impliquée dans le processus décisionnel dans cette famille-là, de façon décidée par la famille et par le patient, ça peut être une autre personne. Parce que parfois il faut un peu revenir sur les apparences, sur sauver les apparences, et en même temps il faut être efficace sur certains types de décisions. La deuxième chose, c'est qu'il y a des décisions sur lesquelles on ne partage pas. Je suis aux urgences, un malade a un poignard dans le ventre, je ne vais pas m'asseoir pour discuter avec la famille et lui demander si ou si ça. Je vais courir au bloc opératoire ou en passant par la réanimation éventuellement pour réanimer le malade. Mais globalement, on a aussi compris qu'il fallait adapter les règles à des situations. À l'inverse, il y a des décisions qu'on ne prendrait même pas nous-mêmes tout seuls, hein, qui sont des décisions où l'aidant, qui va devenir donc le caregiver, celui qui va devenir le soignant après la réanimation, eh bien c'est quand même lui ou elle de prendre la décision. 2 exemples, si je peux me permettre, hein, pour finir le partage des décisions. Aujourd'hui, on n'exclut plus la famille d'un malade, hein, quand on réanime un arrêt cardiaque. Le SAMU arrive au domicile, ou bien vous êtes à l'hôpital, ou bien vous êtes aux urgences, et il y a un arrêt cardiaque, et donc il faut masser le cœur et faire d'autres petites choses. Avant, on demandait à la famille d'être de côté, on voulait la protéger. Aujourd'hui, c'est très simple, il y a plusieurs études qui ont montré que si la famille est présente, qu'elle est témoin de l'ensemble des manœuvres de réanimation, et qu'elle est convaincue qu'on a tout fait pour le patient, qui est décédé, eh bien, son stress post-traumatique, sa dépression et son anxiété, 3 mois, 6 mois et jusqu'à 1 an après, eh bien, sont beaucoup réduits quand elles sont présentes par rapport à quand elles sont absentes. Deuxième exemple. Dans le cas d'une situation qui est quand même très difficile pour tout le monde, qui est le don d'organes, à un moment, il faut décider que l'examen clinique d'un patient va conduire au constat de mort encéphalique. Eh bien, quand la famille est présente pendant l'examen clinique qui permet d'évaluer le patient et d'arriver à la conclusion qu'il est en mort encéphalique, eh bien, la compréhension de la famille de l'état de mort encéphalique est multipliée par 5. Elle comprend 5 fois mieux. Voilà, pour vous dire que même dans l'extrême, il n'y a aucune raison d'exclure les familles. Alors, je voudrais finir sur le prix. C'est presque une honte que j'ai, mais comme je sais qu'il doit partir. Bien sûr, oui, bien sûr. C'est passionnant, hein. Merci infiniment, mais je t'interromps 15 secondes, parce qu'avant que Alain, qui a une grande obligation après, ne nous quitte, je voulais juste lui poser 2 questions sur qu'est-ce que tu proposerais, toi, du point de vue de ton observation de médecine intégrative, comme évolution dans une réflexion sur la loi du 4 mars 2002. Tu m'excuses, 15 secondes. Je rejoins Élie, naturellement, que je remercie et que je prends plaisir à écouter. Je pense que c'est je vais aller faire le pied de grue devant ton service. Et d'autres, hein. Ça, c'est la réanimation en grand A. Compte sur moi. Et toutes mes excuses, mais simplement pour faire entendre la voix de tous les patients qu'on voit au quotidien. Finalement, au lieu de parler de droit des malades, droit à toutes les personnes malades, parce que ce sont des personnes, encore une fois, à une considération de toutes les dimensions de leur santé. Et si on tend vers quelque chose qui le libelle comme ça va nous inciter à ne plus les considérer à travers le spectre de leur maladie, qui n'est pas leur identité, mais à les considérer de façon globale. Et ça va donner l'obligation au système de santé
de se structurer pour pouvoir accompagner autre chose que la dimension maladie, valoriser financièrement d'autres choses que les actes techniques. Et donc, voilà, droit à toutes les personnes malades à une considération de toutes les dimensions de leur santé. Merci. Là, on peut l'applaudir, comme ça lui donnera de la force. Mais il ne manquera pas de venir lui aussi le 3 juin. On a déjà pris date avec son secrétariat général. Et merci. Alain. Élie, après cette interruption dont j'ai honte, mais je te redonne la parole. Sans problème. Je vais être très rapide, j'en ai pour quelques minutes. Il y a un prix à cette situation-là. Ce prix, il y a un très grand sentiment d'abandon de la part des soignants. Il ne faut pas mentir. Ce qui a été fait et les efforts qui ont été faits par tous les soignants, tous les services, toutes les spécialités, moi je représente la réanimation, eh bien ça s'est fait quand même alors qu'ils ne sont pas plus nombreux, qu'ils ne sont pas plus aidés, qu'ils n'ont pas été tellement plus formés, que l'outil digital n'est pas encore arrivé, même si le Covid a un peu accéléré les choses, n'est pas encore arrivé dans leurs mains, que l'encadrement éthique de cet accompagnement des nouveaux outils n'est pas encore arrivé non plus, et il est loin de ne pas poser problème. Et aujourd'hui, je vous le livre comme ça, quand vous demandez à un soignant est-ce qu'il se sent en conflit avec un de ses collègues, 7 personnes sur 10 vous répondent oui, en réanimation. Quand vous êtes 3 mois après la sortie d'un patient DREA, vous avez pour les malades à peu près 30% de patients qui ont des symptômes anxieux, 15% qui ont des symptômes dépressifs et on va dire 30 à 40% qui ont des symptômes de stress post-traumatique, les familles vont moins bien que les patients après la réanimation. Très récemment, on a pu communiquer sur une publication où on a fait un suivi post-Covid qui n'avait rien de spécifique au Covid, puisque les mêmes données avaient été montrées avant dans les maladies respiratoires aiguës. Quand on fait un suivi, on se rend compte que les familles des malades sont 2 fois plus atteintes de stress post-traumatique 3 et 6 mois après la réanimation que les patients eux-mêmes. Les infirmiers et les médecins ont des symptômes d'épuisement professionnel, ils ne savent pas les reconnaître, ils ne savent pas se protéger, et dans la structure, il n'y a pas, dans mon hôpital, il n'y a pas de médecin du travail. Moi, personnellement, je n'en ai jamais vu. Je n'ai jamais rencontré un médecin du travail, et dans mon équipe, personne n'a jamais rencontré un médecin du travail. Pour ce qui est des paramédicaux, il n'y a pas de système qui leur permet de référer ou un système qui permet de détecter les symptômes de stress post-traumatique, la détresse morale, l'épuisement et d'autres choses chez les soignants. Et puis pour finir, ce qu'on a appris au cours du Covid, c'est que c'était impossible de réanimer un patient sans que la famille soit là. Et très clairement, les infirmières, et il y a des études qualitatives qui ont été faites par Nancy Katich-Barnes, qui est donc dans le groupe Famiréa, qui montrent très bien que la réanimation, c'est comme une jungle quand on ne sait pas qui sont les patients, quand on ne sait pas par qui ils sont représentés et qu'on n'a personne avec qui parler. Ces familles-là, comme vous l'avez très bien dit, ont la perception qu'on a volé la fin de vie de leurs proches, et c'est le terme qu'elles utilisent, et elles ont des deuils extrêmement pathologiques et prolongés. On a vu les efforts incroyables qu'ont fait les soignants pour appeler les familles. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant, pendant le Covid, on avait des chirurgiens et des spécialités moins concernées par la pandémie qui étaient en réanimation et qui aidaient. Elles aidaient en particulier à appeler les familles. Ça a posé énormément de problèmes éthiques, de la dilution de l'information, du changement des éléments de langage et éventuellement de la génération d'informations contradictoires. Il faut faire très attention avec les outils digitaux et la façon avec laquelle les choses sont communiquées. On a évidemment pâti de l'infodémie. J'espère que vous n'avez pas la télévision et que vous lisez les bons journaux, mais vraiment, ça a pollué quand même le pays. Outre le fait qu'on avait 62 millions de spécialistes du Covid, on avait aussi des messages véhiculés. Donc, les familles étaient très agressives avec les infirmiers et les infirmières. Beaucoup, d'ailleurs, se sont excusés ensuite, mais sur le coup, c'était très dur. Et il y a un mea culpa qui est fait. Et puis, les réanimateurs et les équipes de réanimation, aujourd'hui aux États-Unis et en Europe du Nord, font un mea culpa aussi pour avoir intentionnellement fermer les portes du service de réanimation aux familles pendant le Covid, alors qu'elles auraient pu être plus fines et plus adaptatives et peut-être s'adapter plus rapidement. Mais en tout cas, je peux vous dire que c'est un vrai sujet aujourd'hui. Les familles ne sont pas des visiteurs en réanimation. Merci. Merci Élie de cette intelligence de l'humain, de la pratique. Alors on voit aussi dans d'autres disciplines qu'il y a cette avancée et cette perception de ce que sont
les devoirs, en quelque sorte, les obligations d'une relation de soins avec des valeurs éthiques. Hein. Merci de nous l'avoir mieux fait comprendre. Tu m'empêcheras pas d'observer qu'un certain nombre de services considèrent que ce qui s'est passé pendant la Covid, c'est-à-dire de fermer le service, est plus agréable parce qu'on n'a pas à s'expliquer, on n'a pas le regard. C'est aussi une reconquête et probablement qu'il y aura à restaurer une relation de confiance entre certains services. Mais ce n'est pas une critique Je ne pense systématique. pas que les infirmières aient ressenti ça, en tout cas. Oui, non, mais en tous les cas, c'est une observation. Comme on s'est beaucoup investi dans la relation avec les endeuillés, en quelque sorte, Oui. et les personnes qui disent ne pas avoir mis le pied dans la porte et donc qui avaient été exclues. Donc c'était un élément quand même à faire valoir.